Parfait. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette conférence qui porte sur la 6ème République et les droits nouveaux, un thème absolument essentiel dans ce que la France Insoumise propose au pays, et conférence qui donc a pour but d'étudier, de déployer et de donner à voir, au fond, la transversalité de la proposition de la 6ème République à travers plusieurs séries de droits nouveaux, dont nous accueillons aujourd'hui Jean-Luc Romero, maire adjoint du 12e arrondissement de Paris. Oui, c'est ça ? Ah, du 12e de Paris, bravo, dans le maire adjoint de Paris, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, donc qui va commencer donc, à nous parler de ce droit que nous souhaitons constitutionnaliser. Après toi, Antoinette Beaujard, professeure de sciences économiques à l'université Lyon-Saint-Étienne, parlera de la diversité possible des modes de scrutin, des possibilités de vote en fait, qui peuvent se présenter à nous le jour où la constituante se réunissant, nous devrons choisir comment nous élirons, comment nous déciderons au sein de notre processus politique. Après toi, Raquel Garrido, avocate, auteure du Guide citoyen de la 6ème République et puis bien d'autres choses encore qu'on ne présente plus ici. Eh bien, Raquel Garrido interviendra également sur cette question des nouveaux droits politiques, notamment le droit de révocation, et échangera avec les propositions faites par Antoinette Beaujard. Enfin, moi-même, Pierre-Yves Cadalin, qui suis désormais en charge du livret pour la 6ème République, eh bien, je conclurai et apporterai quelques éclairages sur les communs et le droit de propriété. Il y a déjà eu une conférence à ce propos hier. Eh bien, j'y apporterai ma petite pierre. Donc voici, je ne dis pas un mot de plus, puisque eh bien, ce sera très intéressant de vous écouter et de vous écouter ensuite si nous avons le temps d'un petit échange. Voilà, donc Jean-Luc Romero, désolé pour la confusion. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais me lever parce que c'est vrai qu'au fond, vous ne devez pas nous voir. D'abord, merci de m'inviter en tant que président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Nous vous sommes reconnaissants du combat que vous menez depuis longtemps pour le droit de mourir dans la dignité, puisque Jean-Luc Mélenchon a été, je crois, un des premiers responsables politiques à évoquer cette question et de la manière dont il sait faire, c'est-à-dire avec beaucoup d'âme, de suppléments d'âme. J'ai une pensée aussi particulière pour Caroline Fiat, qui au Parlement est très très engagée sur la question de la fin de vie. Je sais qu'elle n'est pas là aujourd'hui, mais par la pensée, elle y est. Et bien sûr, d'autres élus, je pense que Daniel Simonet, avec lequel nous travaillons beaucoup, sera sûrement là à un moment de ce débat. Alors cette question, c'est d'ailleurs assez étonnant qu'en 2020, on soit encore obligé d'évoquer le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire le droit de choisir soit de mourir le plus tard possible, c'est notre choix, soit d'arrêter des souffrances qu'on estime inutiles parce qu'on est dans une république laïque. Et dans une république laïque, il n'y a pas un principe supérieur qui nous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment pour un certain nombre de personnes dans la souffrance. Et donc on est dans un débat surréaliste depuis des dizaines d'années, et on est d'ailleurs un des pays aujourd'hui qui va bientôt être fini par être entouré de pays qui ont enfin compris qu'il fallait donner à chacune et chacun d'entre nous ce choix. Vous savez que les Hollandais, enfin les Pays-Bas ont été les premiers, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse a le suicide assisté. On va peut-être même avoir quelque chose en Italie, vous imaginez, dans le pays du Vatican. Ils sont en train de travailler aujourd'hui et le tribunal constitutionnel d'Italie a demandé aux parlementaires d'ici un an, de réfléchir à la question du suicide assisté. L'Espagne est au bord de le faire, c'était un des engagements de la coalition espagnole, et le Portugal vient de le voter. Donc vous voyez, la France, pays des droits de l'homme, pays des Lumières, n'a toujours pas ce droit, ce qui est d'ailleurs en totale inadéquation avec ce que souhaitent les Français. Parce que s'il y a bien une question qui fait l'unanimité sur les questions de société, c'est quand même celle-là. Le dernier sondage, c'est 96% des Français favorables à l'euthanasie. Alors ça ne veut pas dire que tous les Français veulent être euthanasiés, c'est pas ça du tout. Ça veut dire qu'ils ont du bon sens. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a des souffrances, il y a des douleurs qu'on ne peut pas soulager, et puis ils veulent pouvoir éteindre la lumière quand ils le souhaitent, et donc ils veulent avoir le choix, soit de mourir dans les soins palliatifs s'ils ont une grave maladie, soit d'anticiper cette mort. Donc on a donc des sondages qui sont extrêmement clairs, et là d'ailleurs qui dépassent tous les clivages politiques.
là-dessus, vous faites un micro-trottoir dans la rue, vous verrez à quel point les gens y sont favorables. D'ailleurs, c'est assez amusant, on nous reproche souvent d'utiliser le mot euthanasie ou suicide assisté, mais quand vous posez la question aux gens, ils savent ce que ça veut dire. Parce que certains disent parfois on n'aime pas ce mot-là, mais l'euthanasie ça veut dire la bonne mort, et au choix de la personne. Mais on n'en a pas trouvé un autre de toute manière. Et il faut arrêter de tomber dans le piège que nous tentent d'ailleurs les adversaires de cette question qui mélangent euthanasie avec nazi, enfin qui n'a strictement rien à voir. Je rappelle quand même que les nazis, quand ils ont tué des personnes handicapées, des juifs, des communistes, des homosexuels, c'était contre leur volonté et que ce n'était pas du tout de l'euthanasie, c'était du meurtre, c'était évidemment tuer les gens. Alors cette question fait l'unanimité, mais malheureusement ça n'avance pas. Et quels que soient d'ailleurs les pouvoirs politiques qu'on a eus ces dernières années. Alors on vit au gré de 3 lois sur la fin de vie qui ont commencé en 2005, qui ont été toutes faites par le même homme, le docteur Leonetti. Alors j'ai rien contre l'homme, personnellement bien sûr, mais c'est lui qui a personnalisé un peu ce combat pour la fin de vie pour les gouvernements de droite et de gauche qui se sont succédés. Il a fait 3 lois. D'ailleurs on peut se dire, en si peu de temps, comment se fait-il qu'on fait 3 lois si c'était si bien que ça? Pourquoi on a toujours besoin de revenir faire des lois, d'autant qu'en plus les lois qu'ils font sont toujours les mêmes? Alors qu'est-ce qu'on constate? D'abord, il y a quand même un consensus. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait l'accès universel aux soins palliatifs, que chacune et chacun d'entre nous qui va y aller puisse en bénéficier. Eh bien, il y a seulement 20% des gens qui en ont besoin, qui peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Un Français sur 5. Donc en gros, c'est la loterie. Il faut que vous mouriez au bon moment ou avoir un peu de relation pour aller dans un service. Inégalité géographique totale. Il y a des endroits, si vous êtes en Île-de-France, vous avez un peu plus de chance que les autres, puisqu'il y a plus de soins palliatifs en Île-de-France par habitant que dans d'autres régions. Il y a des endroits où il n'y a même pas une unité de soins palliatifs. En Guyane, pays où pourtant il y a un taux de mortalité important, il n'y a pas une unité de soins palliatifs en Guyane. Il y a des départements qui n'en ont pas du tout. Il y a même des endroits où il n'y a même pas d'équipe mobile de soins palliatifs. Et d'ailleurs, un grand scandale, mais ça n'a l'air d'embêter personne depuis, enfin en tout cas dans les gouvernants depuis 2 ans, depuis le 31 décembre 2018, il n'y a plus de plan de développement de soins palliatifs en France. Ça veut donc dire qu'on vit avec l'existant, qui est insuffisant, et qu'on ne met plus de moyens supplémentaires pour avoir plus d'unités de soins palliatifs, pour avoir plus d'équipes de soins palliatifs, donc pour mieux accompagner les gens et pour permettre enfin ce droit universel, ce droit à l'accès universel aux soins palliatifs. Donc déjà, on voit que la question de la fin de vie, paradoxalement, elle a du mal à intéresser. On a l'impression que quand on a une fin de vie, on n'intéresse plus. Vous voyez, on met beaucoup de moyens sur le début de la vie, il n'est pas question d'en enlever, je ne veux pas opposer les deux choses, mais c'est de voir les moyens qu'on peut mettre sur le début de la vie et en face, les moyens ridicules qu'il y a, ne serait-ce que dans l'accompagnement. Quand on voit les congés maternité, paternité, eh bien, quand vous devez accompagner un proche qui est en fin de vie, pour que vous ayez une allocation, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut absolument que vous accompagniez la personne à domicile. On sait qu'à peine 20% des gens meurent à domicile. C'est le souhait de tout le monde, mais on n'a pas mis les moyens dans l'HAD pour qu'on le fasse. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une partie qui va avoir une indemnité, et ceux qui accompagnent à l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas le choix, quand vous habitez dans une grande agglomération, que les appartements sont chers et tout, vous n'avez pas une pièce que vous pouvez médicaliser pour mettre votre proche. Parfois vous avez 1 pièce, 2 pièces, comment vous faites? Eh bien vous allez à l'hôpital. Ce n'est pas un choix, vous n'avez pas d'autre, eh bien vous ne pouvez même pas être accompagné. Donc vous voyez que dans ce domaine, il y a quand même un grand échec autour de la question des soins palliatifs et qu'il faut qu'on nous arrête de dire que c'est la seule solution alors qu'on n'y met même pas les moyens. La deuxième chose, c'est évidemment l'échec de l'acharnement thérapeutique. Tout le monde aussi est d'accord pour dire qu'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. C'est d'ailleurs normalement contraire à la loi. Eh bien malgré ça, ça continue. D'ailleurs, M. Leonetti, dans sa dernière loi, il fait un rapport, il constate que dans les EHPAD, il y a, dans un certain nombre d'EHPAD, de l'acharnement thérapeutique. Est-ce qu'il y a un seul article dans les 3 lois qui parle des EHPAD
alors que à peu près 11% des Français y meurent, 11%, eh bien, il n'y a rien dans les lois sur la fin de vie sur les EHPAD. Il n'y a même pas un grand plan de formation nationale des personnels qui, comme vous le savez, sont souvent sont très mal payés, sont souvent la plupart du temps pas assez nombreux. On ne leur fait, alors si vous avez un bon directeur ou une bonne directrice d'EHPAD qui se dit oui, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais il faut absolument former ces personnels. Vous imaginez, là en plus avec ce qu'on vient de dire avec le Covid, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, on voit bien à quel point ça aurait été nécessaire et d'avoir en plus une vraie réflexion, comment on fait dans les EHPAD. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'isolement des personnes, ce n'est pas forcément une solution, c'est même souvent dramatique puisqu'il y a plus de gens qui sont morts de solitude et de tristesse ces derniers temps dans les EHPAD que malheureusement du Covid. Beaucoup de gens, ce qu'on appelle le glissement, se sont laissés aller. Et l'acharnement thérapeutique, même la loi actuelle, elle produit de l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire que dans les lois, vous pouvez éventuellement, si vous êtes dans la phase agonique, c'est-à-dire vraiment quand vous allez mourir, bénéficier de ce qu'on appelle une sédation terminale. On vous endort, on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater. Alors, vous pouvez le demander, mais c'est quand même toujours le corps médical qui décide. Il faut quand même savoir, on nous dit toujours, on vous a donné un droit, mais ce droit, il est quand même soumis. Alors, il y a dans le corps médical, heureusement, beaucoup de gens qui sont humains et qui vont vous entendre, mais c'est quand même eux qui, au final, décident. On arrête de vous alimenter, de vous hydrater. Si vous êtes jeune, ou si vous avez toujours été sportif, que vous avez un cœur en pleine forme, ça peut parfois durer 3 semaines. Alors, on nous dit... Ah, mais non, les gens ne meurent pas de faim et soif. Si, c'est à cause de ça. C'est d'ailleurs, il faut attendre qu'il y ait une atteinte rénale pour que la personne puisse mourir. Alors, si vous avez été très malade, que vous mourrez en 24 heures, 48 heures, ça peut être une solution. D'ailleurs, en Belgique, 10% des morts le sont par sédation terminale. Mais au-dessus de ce délai-là, c'est une forme d'acharnement thérapeutique avec des effets cliniques clair. On nous dit les gens ne souffrent pas. On a même entendu M. Lenetti qui nous disait c'est comme une anesthésie générale. Bah, si vous connaissez quelqu'un qui a fait une anesthésie générale qui dure 3 semaines, qui vient de nous le dire, et c'est quand même pas tout à fait dans les mêmes conditions, et on le sait tous. Le problème de l'alimentation, c'est pas forcément le plus grave, mais l'hydratation. Vous voyez, je suis en train de vous parler, je vais d'ailleurs en profiter pour boire, parce que j'ai la bouche totalement sèche. Imaginez ce que c'est, j'ai bu il y a quand même quelques minutes, avec la chaleur qu'il fait. Imaginez quand vous êtes comme ça pendant des jours sans être hydraté. Et vous êtes obligé d'arrêter l'hydratation, sinon la personne ne va pas mourir. Eh bien, c'est la seule solution qui est donnée et on voit bien que c'est une forme d'acharnement thérapeutique. Alors, je vais aller vite parce qu'on est nombreux à devoir intervenir et qu'il y a d'autres droits. Mais regardez, les directives anticipées, pareil, le respect de notre volonté. De ce qu'on a décidé, c'est quand même à nous de décider ce qui est le mieux pour nous en fin de vie. Eh bien, ces directives, en fait, elles ne sont toujours pas opposables. Elles sont juste contraignantes. C'est-à-dire qu'on est obligé de les lire, mais si le médecin estime qu'elles sont manifestement inappropriées, alors Raquel, qui est quand même une grande juriste, pourra m'expliquer ce que ça veut dire manifestement inapproprié. Dans le droit, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça n'existe pas. Enfin, c'est très compliqué, c'est très subjectif, évidemment. Et donc, on voit que même là-dessus, on n'est pas respecté. Vous savez, il y a des drames aussi qui arrivent souvent. Et la loi n'a absolument rien prévu là-dessus. Il peut arriver que, malheureusement, des parents aient un enfant qui n'est pas viable. Ou en tout cas, qu'il va vivre peu de temps, ou dans des conditions d'handicap absolument terribles. Eh bien, dans la loi, on ne parle pas de ça du tout. Et en gros, on laisse aux soignants le soin de décider s'ils vont faire vivre ou s'ils vont laisser mourir un bébé. Et vous imaginez quand même cette violence, parce que des parents, c'est quand même à eux, là évidemment, ce n'est pas la personne qui peut décider, mais ceux qui sont quand même le plus concernés, c'est quand même les parents. Alors on nous dit, ah attention, les parents, vous savez, c'est tellement difficile qu'on ne peut pas. Alors peut-être... Mais en même temps, les parents, 1 mois plus tard, ils vont savoir comment est mort leur enfant. Parce que tout ça, ça doit être écrit. Et vous imaginez apprendre que, sans vous avoir consulté, on a décidé de faire une sédation à un enfant, à un bébé. Sans vous le demander. Ça peut être pour des enfants qui ont des multi-handicaps, alors que ses parents, peut-être qu'ils voulaient les garder. C'est leur choix. On n'a pas à se substituer à qui que ce soit. La loi n'a rien prévu et elle laisse aux personnes le choix de faire ce qu'ils veulent, aux médecins, pardon. Et puis je terminerai sur
pour montrer à quel point on est dans une situation ubuesque. On nous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres lois, qu'il n'y ait pas une loi, parce que s'il y avait une loi qui donnait le droit, le choix à chacun, il y aurait des dérives. Alors moi, je suis toujours surpris d'entendre ça de la part de députés ou de politiques, parce que des politiques qui disent, avant d'avoir fait une loi, que cette loi, elle ne va pas être respectée, qu'elle va avoir des dérives, c'est qu'ils ne savent vraiment pas faire la loi. Parce que quand même, quand on fait une loi, c'est d'abord fait pour protéger le plus faible, et donc on doit savoir comment la faire de telle manière qu'elle n'ait pas de dérive. Et d'ailleurs, tous les pays du monde qui ont des lois légalisant l'euthanasie ou le suicide assisté n'ont aucune dérive. Il y a parfois des gens qui ne respectent pas la loi, c'est pour ça qu'il y a des tribunaux, mais ça, ce n'est pas une dérive. Et d'ailleurs, en Belgique, dont on parle tant, le ministre de la Justice, il n'y a pas tellement longtemps, était tellement agacé d'entendre Agnès Buzyn et d'autres dire que là-bas, c'était terrible, on tuait tout le monde, qu'ils ont dit, mais si le gouvernement français a des exemples de dérives dans notre pays, qui viennent les donner, on attend toujours. Personne, évidemment, est allé, puisque dans ce pays-là, au contraire, les choses sont extrêmement encadrées. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir parfois, évidemment, comme aux Pays-Bas, où il y a à peu près 10 affaires par an, des gens, des médecins qui ne respectent pas la loi. Mais paradoxalement, les dérives, c'est justement en France qu'il y en a. L'INED a quand même fait une étude incroyable auprès de médecins qui ont suivi 4500 morts, donc vous voyez que c'est quand même important, et on nous dit qu'en France, il y aurait 0,8% d'euthanasie. Donc qui serait fait dans l'illégalité, c'est-à-dire de donner un produit létal, pas la sédation terminale, à quelqu'un. Et quand on regarde l'étude, elle est encore plus effrayante, c'est que seulement 0,2% des gens l'ont demandé. Donc si vous calculez, vous savez, en France, il y a à peu près, alors cette année malheureusement il y en aura un peu plus, mais 590 000 morts par an, vous faites les 0,8%, vous vous rendez compte qu'il y a à peu près 4500 personnes qui ont bénéficié d'une euthanasie. Mais dans la réalité, il y en a seulement 1100 qui l'ont demandé. Et donc, qu'est-ce que c'est ça, si ça, c'est pas une dérive? Alors nous, on nous conteste de pouvoir interpréter ce chiffre. Mais n'empêche que quand on entend nos adversaires, ils disent qu'il y aurait au moins 1000 personnes qui seraient aidées sans leur choix. Mais même si on a 1000, ça, c'est une vraie dérive. C'est pas 2 ou 3 personnes, comme on peut le voir dans les autres pays. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on sorte de cette hypocrisie. La logique des lois actuelles, elle n'est pas bonne parce qu'elle s'occupe des gens qui sont autour du lit. Et elle ne s'occupe pas de la personne dont il faut s'occuper, c'est-à-dire celle qui meurt. Et donc la loi que nous souhaitons, et que vous souhaitez, c'est une loi qui mette la volonté de la personne au centre. Et quelque volonté qu'elle ait. Parce qu'il ne s'agit pas de promouvoir l'euthanasie pour tout le monde, c'est absurde, ça n'a pas de sens. C'est que la personne puisse décider de mourir le plus tard possible. Et croyez-moi, c'est pas absurde de dire ça aujourd'hui, où on voit de plus en plus que quand vous avez un certain âge, etc., dans des pays qui nous entourent, je pense à l'Allemagne notamment, par exemple en Allemagne, vous avez dépassé l'âge de l'espérance de vie, vous êtes une dame, vous avez plus de 85 ans, vous avez besoin d'une opération de la hanche. Eh bien, on ne va pas vous la faire. Ça ne vous sera pas remboursé. Alors, si vous avez de l'argent, pas de problème. Mais une autre, on dira, ah ben non, vous avez dépassé l'espérance de vie, on ne peut pas faire ça. Regardez en Angleterre, s'il y a des traitements qui coûtent trop cher et qu'on estime que votre espérance de vie, etc., n'est pas suffisante, eh bien, on ne va pas vous l'offrir, ce médicament. Donc, on voit que quelque part, en votant une loi comme ça, c'est d'abord une loi qui va permettre que dans tous les domaines, vous soyez respecté dans votre volonté. Si vous voulez vivre, même dans la souffrance, je ne sais pas, moi, vous avez une belle histoire d'amour à un moment de votre fin de vie, vous avez peut-être des souffrances physiques terribles, mais vous avez envie d'aller jusqu'au bout avec la personne que vous aimez, ou vous avez un petit enfant que vous avez envie de voir évoluer. Mais vous devez avoir le droit de décider ça. Et d'un autre côté, si vous n'en pouvez plus, vous avez dit au revoir au vôtre, vous avez fait ce qu'il fallait dans votre vie, vous savez que les jours, les semaines, les mois qui viennent sont que des moments de souffrance. Bien, vous devez avoir le droit de pouvoir dire stop, de pouvoir dire je veux partir, parce que je le rappelle, on est dans une république laïque. D'ailleurs, on l'a bien vu, il ne faut pas s'y étonner. Celles et ceux qui se sont beaucoup battus pour l'avortement, c'est un peu les mêmes adversaires. C'est à la fois l'ordre des médecins et une partie des grands mandarins, parce que la majorité des médecins y est favorable dans les sondages, et c'est évidemment les religions qui s'y opposent. Elles ont le droit de s'y opposer pour ceux qui croient et ceux qui veulent le faire. Mais je vous rappelle quand même qu'on est dans un pays, et je sais que M. Barbarin, Monseigneur Barbarin à une époque disait le contraire, mais où c'est quand même les parlementaires, c'est-à-dire les gens qui ont été élus, qui font la loi dans ce pays. Alors, pour terminer, vous voyez bien qu'il faut vraiment cette loi, et je sais que vous voulez mettre ça dans la Constitution.
Et je pense que c'est vrai que c'est important. C'est important parce que c'est notre droit ultime. C'est voilà, ce droit que nous avons le droit d'avoir les uns et les autres, de décider ce qui est le mieux pour nous en fin de vie. On ne choisit pas notre naissance, eh bien on peut au moins choisir le moment et comment pouvoir partir. Et croyez-moi, et ça j'en suis persuadé, et les Français, tout le monde y est persuadé, une loi qui donne ce droit ultime, qui, je le rappelle, n'est pas une obligation, à celles et ceux qui s'y opposent, à des médecins par exemple qui sont contre, il n'y a pas de problème, on n'imposera jamais à un médecin, il aura une clause de conscience, ça existe aussi pour l'avortement. Donc que les soignants ne s'opposent pas à ça juste pour leur propre conviction, ils seront respectés dans leur conscience, mais de grâce ils ne peuvent pas s'opposer à la volonté des Français de l'avoir. Les religieux c'est pareil. Si les religieux veulent mourir dans la souffrance, à une époque on disait aux femmes, enfin les catholiques, qu'il fallait accoucher dans la souffrance. S'ils veulent le faire, c'est bien, mais ils ne peuvent quand même pas imposer aux Français de mourir dans la souffrance. Donc eux seront respectés. Ce n'est pas une obligation, c'est donner un droit supplémentaire. Et croyez-moi, une société qui donnera ce droit supplémentaire, c'est une société qui s'élève et qui respectera chacune et chacun d'entre nous. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Luc pour ces mots très importants et sur un sujet absolument essentiel et qui touche, je crois, des questions, effectivement, tu l'as dit, fondamentales qui permettent de dépasser les intérêts partisans à un moment et de nous rappeler ce qu'est la République et quel idéal elle doit porter. Merci beaucoup. Et je passe désormais la parole à Antoinette Beaujard, dont vous allez voir la présentation apparaître incessamment sous peu sur le rétroprojecteur, j'espère. Oui, voilà, alors voilà, je te passe la parole. On m'avait dit qu'il fallait surtout pas éteindre parce que ce serait mieux et que ça poserait pas de problème technique, mais je pense que ça s'est éteint tout seul, donc si vous pouvez trouver... ce sera plus pratique pour vous. Mais quand même, je vais vous parler, là on vient de parler de droit à décider pour soi-même. Moi, je vais parler de droit à décider pour tout le monde et la possibilité d'être représenté lorsqu'on prend une décision collective. Donc c'est une question de renouvellement de la démocratie électorale, mais quand on parle d'élection ou de vote collectif, c'est vrai que ça vaut évidemment pour notre Constitution, ça vaut évidemment pour élire un président de la République, l'Assemblée nationale et tout ça, mais ça vaut aussi pour les partis politiques, les représentants des élèves à l'école, ça vaut pour l'ensemble des associations et toutes les décisions collectives. Donc moi, je vais vous parler de scrutins différents. Pourquoi est-ce qu'on pourrait être un peu mécontent ou frustré des modes de scrutin auxquels on est en général confronté? D'abord, vous êtes tous habitués au fameux dilemme expression vote utile. Ça fait partie des grandes questions du choix des modes de scrutin. Il y a un dilemme citoyen. On aimerait pouvoir exprimer qui on souhaite avoir comme représentant. Et par ailleurs, eh bien, on voudrait aussi influencer la décision. Et parfois, c'est plus pratique de voter utile, stratégiquement, plutôt que de décider comme ça. Donc, ça crée une certaine frustration. Parfois, le vote utile, ça va venir doucement. Peut-être que ça va finir par s'éclairer un tant soit peu. Ça charge, très bien. Très bien. Il y a des questions aussi sur l'abstention, sur la participation. On s'inquiète aussi sur la capacité de représenter nos électeurs, compte tenu de la diversité que nous pouvons être, et on a l'impression que notre Assemblée nationale ne nous représente pas toujours, ne représente pas toujours la diversité politique, la diversité de couleurs, de genre, de je ne sais pas quoi. Alors on peut essayer de trouver des systèmes de parité pour imposer cela, mais on voudrait aussi savoir comment est-ce qu'on peut réussir à mieux représenter les minorités, les mouvances, les nouveautés, etc. C'est pas toujours évident d'interpréter les résultats électoraux et de savoir, nous en parlons tout à l'heure, de savoir qui sont les partis les plus appréciés des Français uniquement sur la base des résultats électoraux. On verra pourquoi tout à l'heure. Et puis, il se trouve que quand on change de mode de scrutin, on va changer de paysage électoral et on peut changer aussi de résultat. Donc pour tout cela, eh bien, ça veut dire qu'on a besoin de se préoccuper, de choisir le bon mode de scrutin, si seulement cette réponse avait cette question a une réponse.
Donc l'espace du débat est en fait assez restreint, et je le regrette. Il est assez restreint parce que très souvent, on résume cette question du mode de scrutin comme une opposition entre la proportionnelle contre le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour voter un seul gagnant. Ça me paraît assez restreint parce que même si je vote à la proportionnelle, chaque personne ne vote que pour une personne, et voter pour un seul candidat, ça implique pour autant pas que moi je rejette tous les autres. Ça indique peut-être même pas une franche préférence. Ça peut indiquer que j'ai voté utile, ça peut indiquer que j'ai tiré à pile ou face parce que je ne savais pas lequel entre mes 2 préférés, ça peut indiquer une franche préférence, mais en fait on n'en sait rien. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on sait vraiment des résultats, à partir des résultats de l'élection, de ce que pense chaque électeur? Est-ce que tous les électeurs sont satisfaits du résultat? Même ça, en fait, on ne l'a pas forcément avec le mode de scrutin actuel et classique. Donc un mode de scrutin, c'est quoi? C'est, vous imaginez des petits bonhommes, chacun ici a sa conception de ce qui serait le bon résultat électoral, on choisit entre des partis, et puis un mode de scrutin, c'est la fonction qui permet de faire passer vos préférences électorales dans un résultat. Okay, donc il y a certainement des profs de maths dans la salle, donc un mode de scrutin, c'est une fonction. Okay, donc ça veut dire qu'en fait, il y a 2 trucs. Il y a d'abord la fonction, c'est ce que j'appelle la règle d'agrégation. Vous êtes plusieurs, on va avoir une seule décision collective à la fin. Et puis il y a une deuxième chose, il y a ce que j'ai représenté par un entonnoir, c'est vous avez tous des préférences politiques très nuancées. Parfois pas très nuancées, parfois très très développées, avec des détails, mais ci, mais là, et puis pas vraiment celui-là, mais pas pour des mêmes raisons, et tous pour des raisons différentes. Et un mode de scrutin, c'est aussi un entonnoir. C'est-à-dire que je ne vais prendre en compte qu'une certaine partie de votre information et en considérer que la seule chose qui est pertinente, dans le mode de scrutin qu'on utilise classiquement en France, la seule chose qui est pertinente, c'est un nom. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas développer un peu ça? Alors, c'est vrai qu'il y a une grande diversité de règles d'agrégation possibles. C'est sûr qu'on peut avoir le proportionnel et tout autres, hein. Mais on peut aussi choisir je vous en parlerai tout à l'heure. Et le bulletin lui-même peut être assez différent. C'est vrai qu'on peut choisir qu'un seul nom, mais aussi on pourrait imaginer de s'exprimer sur tous les noms, comme vous faites un peu au communal, où vous êtes capable des petites villes, des petits villages. Tout le monde ne comprend pas ce que je veux dire, mais dans les petits villages, on peut biffer, etc. On peut choisir un peu ce qu'on veut faire. D'accord? Donc là, c'est ce que je vais appeler le polynominal. On va pouvoir s'exprimer, évaluer chaque candidat plutôt qu'un seul. Déjà, on en dit un peu plus. Et puis là, on va donner un certain niveau d'information. Alors, niveau d'information, il peut être assez large, assez diversifié. Je peux dire oui, non, j'approuve pas. Je peux donner des nombres, je peux donner des jugements sur une base commune. Je vous donne un exemple. Le vote par approbation, c'est un mode de scrutin à 1 tour. Merci. C'est l'hydratation. Phase d'hydratation active. Pas encore. Le vote par approbation, donc j'approuve ou j'approuve pas chaque... Donc là, on est les candidats, vous êtes les électeurs, mais vous avez le droit de vous exprimer sur chacun d'entre nous. J'approuve, j'approuve pas, 1, 0, croix, pas croix, je barre pas, je biffe, c'est comme vous voulez. Donc évidemment, chaque électeur, chaque votant s'exprime sur chacun. Et à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus d'approbation. Évidemment, la somme d'approbation est plus importante, ça fait plus que 100% à la fin, hein. On est d'accord, c'est logique. Mais du coup, on saura sur la base, celui qui va gagner, on saura exactement quelle est son assise. D'accord ? Je vous donne un autre exemple. On pourrait imaginer plutôt que j'approuve, j'approuve pas, si je donne des notes. Il y a sûrement des profs dans la salle. Donc, mettons 0, 1, 2. Je mets 0 ou 1 ou 2, selon lequel. Et là, le score d'un candidat, c'est la somme de ses notes. Et donc, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus grand score. Alors, on peut en imaginer plein. Toutes les échelles de notes sont possibles. Un grand avenir est devant nous. On a plein de choix. Oui, le choix est encore possible en politique. Moins 1, 0, 1, 2, moins 2 à plus 2, 0 à 20, 0 à 100, l'échelle continue, l'échelle pas continue, l'échelle discrète, le machin, le truc. On peut choisir aussi de mettre des mots, il n'y a pas de problème, pour
celui qui est en bas à gauche pour, neutre, contre, ou bien excellent à rejeter. Tout ça, c'est possible. Et puis à partir de là, vous voyez bien que ça, ce sont des bulletins particuliers qui prennent une autre forme et qui vous permettent à chacun de vous exprimer différemment que de faire juste le choix d'un nom. D'accord ? En particulier, lorsque vous devez choisir sur lorsque vous devez sélectionner des projets participatifs, par exemple, comme ça a été le cas à Grenoble, où ils faisaient choisir différents, ils avaient des budgets participatifs et il fallait choisir différents projets. Si vous en choisissez qu'un, sachant qu'on va en faire plusieurs, sachant que finalement tout le monde doit être représenté, c'est un petit peu compliqué. Alors que là, du coup, vous pouvez exprimer, voire avec une intensité de préférence, l'ensemble de vos choix sur chacun des projets qui sont représentés, et on sera plus à même de sélectionner celui qui est consensuel. Après, il y a une petite nuance, je reviens à ma question de tout à l'heure de l'agrégation, c'est que c'est pas tout à fait pareil si à la fin, je vais choisir celui dont le score est le plus élevé, c'est une question de somme, ou bien je pourrais, et c'est un autre cas, un autre mode de scrutin, donc c'est la même chose, hein, vous voyez, c'est le même bulletin. En revanche, le mode d'agrégation, c'est de choisir la meilleure médiane. Alors ça a des propriétés très différentes à la fin. Il y a des gens qui sont très très pour, des gens qui sont très très contre, je pourrais vous raconter, c'est vrai que ça s'appelle jugement majoritaire, mais par exemple il ne respecte pas le principe de majorité, il n'est pas monotone, il a plein de petits défauts comme ça, mais en tout cas c'est assez pratique par exemple si vous voulez sélectionner les bons vins ou sélectionner les bons budgets ou des choses comme ça. Donc on a un grand choix, mais bon, vous allez me dire, bon, c'est bien gentil, mais tout ça c'est très théorique. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie du dehors? Qu'est-ce que ça pourrait signifier d'un avenir politique? Alors pour ça, nous, on a fait des expérimentations. Je dis nous, donc moi je suis là comme invitée, je suis dans j'ai coordonné une grosse équipe 2007, 2012, 2017 de chercheurs du CNRS de différentes villes en France. Et nous avons réalisé des expérimentations pour voir qu'est-ce que ça donnerait dans la vraie vie du dehors lors du premier jour des élections, du premier tour des élections présidentielles. Alors, concrètement, c'est quoi la geste électorale? Vous venez voter dans votre bureau de vote, vous allez d'abord voter officiellement, vous allez dans vos machins, vous mettez dans l'urne, vous faites tout ça. Et puis après, normalement, vous rentrez chez vous, prenez l'apéro. Là, pas du tout. Vous continuez, vous refaites la même chose. Vous rentrez dans un autre bureau et vous refaites exactement la même chose. Vous allez dans l'isoloir, vous mettez dans l'urne. Okay. Et la deuxième fois, c'est pour de faux, c'est avec nous. Et donc, on l'a fait dans différents endroits en France, toujours un peu dans l'ouest, dans l'est et plutôt par ici. Voilà. Donc, concrètement, au départ, tout le monde a déjà voté selon la règle que nous connaissons, la règle officielle, uninominale à 2 tours. Je ne vous la raconte pas, vous la connaissez tous ici. Ensuite, ils prennent un bulletin qui est nos votes expérimentaux, ils le remplissent, et je vous donne un exemple de ce à quoi ça représentait. Je vous donne un cas 2012, parce qu'ils sont quand même plus simples. À gauche, ici, on leur a proposé de voter à la fois par approbation et par évaluation à 3 niveaux, 0, 1, 2. Et puis, on leur pose tout un tas de questions. Alors, vous voyez, cette dame des années 80, cette femme des années 80, gérante, nous explique que, en vrai, elle a voté pour Marine Le Pen. Et puis, elle nous dit, ah, très bonne idée, ces 2 votes de scrutin, merci, c'est vraiment super, parce que pourquoi voter pour un seul alors qu'on en aime 2? Et qui elle aime? Ah elle aime bien Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Le bulletin expérimental 176 nous dit qu'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voté pour uniquement Marine Le Pen dans la vraie vie du dehors. Mais avec nous, ça ne s'est pas passé de la même manière. Ce qui fait que, vous voyez qu'il y a une certaine dilution des voix d'un certain parti ici, pour ce cas particulier-là, puisqu'en fait, on n'a pas la voix de cette dame pour Jean-Luc Mélenchon en 2012 dans le scrutin officiel, et pourtant, elle, si on lui avait dit c'est Jean-Luc Mélenchon qui est élu, elle aurait été très contente. Et d'ailleurs, je le sais avec ce bulletin-là. Je le sais autant avec l'approbation qu'avec l'évaluation. Alors nous, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc on a testé plein de modes de scrutin différents. Ça nous donne des résultats. Donc les résultats que ça nous donne, c'est dans quelques villes. Les résultats bruts n'ont pas de sens en soi. Ok, ils ne sont pas représentatifs spontanément, directement. Tout le monde n'est pas venu voter. On a entre 55 et 95% de participation par rapport à ceux qui viennent voter officiellement. Ce qui est vraiment pas mal pour un sort de sondage politique.
parce que c'est totalement anonyme, donc c'est ce qui incite un petit peu les électeurs à venir voter. Et puis, en fait, on a la chance, grâce au questionnaire, de savoir pour qui ils auraient voté. Ça nous permet de redresser les biais. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, dans mes analyses, c'est sur la base de mes données corrigées. C'est assez fiable en 2007 et 2012. Ça n'est pas autant en 2017. Je peux vous raconter pourquoi. Alors, premier type d'information qu'on a là-dessus. Est-ce que ça change quelque chose? Bah ouais, ça peut changer les résultats. Peut-être qu'on pourrait ne pas élire du tout la même personne. Alors par exemple, en 2007, il y a un truc évident, c'est que, enfin, il y a des jeunes dans la salle, mais il y en a qui se souviennent qu'en fait, en 2007, donc il y a eu un duel entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Or, ni l'un ni l'autre ne sont premiers. C'est François Bayrou qui arrive premier. Alors ça paraît absurde à tout le monde aujourd'hui, ok, mais si vous remettez en 2007, ça paraît hyper normal en fait, qu'il arrive premier dans tous ces cas-là. Sur la comparaison Sarkozy-Royal, c'est un peu l'épaisseur du trait, donc c'est probablement, on ne sait pas très bien lequel est devant. Hein, mais... Donc là, vous voyez qu'en fait, ce que j'ai montré ici, c'est un truc, pour ceux qui voient là-bas, vous avez une ligne bleue là, bon si vous la voyez bleue, ça c'est les résultats selon l'ordre du classement. Le premier officiel, le deuxième officiel, etc. Et puis, les autres lignes, la rouge et la verte, c'est les classements qu'on aurait avec les autres modes de scrutin. Alors, vous voyez que, bon, bah, comme c'est le même genre de mode de scrutin, forcément, ils ont la même tendance, mais ils sont plus ou moins forts. Et on voit que certains candidats sont désavantagés et d'autres candidats sont avantagés. Alors, ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, la première étape, ce que vous voyez, c'est que le gagnant peut ne pas être le même. Alors ça, franchement, c'était pas mal, parce que c'est un peu un cas d'école. Hein, pour les profs de maths, c'est facile à trouver. En général, on a du mal à trouver le bon exemple. Là, en 2007, on l'a. C'est pas toujours vrai dans tous les cas. En 2012, effectivement, le gagnant reste le gagnant. En revanche, vous avez à nouveau cette espèce de courbe où certains sont désavantagés et d'autres sont avantagés. Typiquement, qui sont ceux qui sont désavantagés? Alors, typiquement, Marine Le Pen. En 2012, vous vous souvenez, hein, je veux dire, il y avait un candidat, enfin, une candidate qui faisait la une de tous les journaux, qui était finalement le plus important pour expliquer voilà, l'avenir de l'élection, ce que ça voulait dire. Et finalement, on se rend compte qu'avec certains modes de scrutin, elle arrive 8e du classement. Elle n'est pas 2e ou 3e du premier tour. Elle arrive 8e du classement. Donc on n'est pas tout à fait exactement là-dessus. Et évidemment, ceux qui sont avantagés, à nouveau, bah, c'est par exemple François Bayrou ou typiquement Jean-Luc Mélenchon. On l'a publié. Hein, Alors pour 2017, là, vous avez vu que... Pour ceux qui sont là, vous pourrez aider ceux qui sont là-bas. Vous voyez que Jean-Luc Mélenchon arrive presque premier avec certains. Franchement, ça, on ne l'a pas publié parce qu'il y a des petits problèmes dans les corrections de biais de participation. Donc, on sait d'où ça vient et ce n'est pas aussi clair que ça l'est. Mais en tout cas, la tendance est très nette. Hein. Ceux qui sont désavantagés, c'est François Fillon, Marine Le Pen, très nettement, et ceux qui sont avantagés, c'est Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Alors Benoît Hamon, qui était un tout petit candidat, en fait devient un très gros candidat avec nos règles. Ce qui veut dire que la baisse progressive hein, de cette... enfin, la baisse discontinue, je dirais, du PS dans les résultats de scrutin des présidentielles était très discontinue, là, comme ça, d'une élection à l'autre. Pour nous, elle est en fait assez progressive. Et évidemment, c'est le scrutin uninominal à 2 tours qui vient renforcer cette impression-là. Donc là, on voit encore cet effet-là, ce qui veut dire qu'en gros, on a certains candidats qui sont favorisés, d'autres qui ne le sont pas, qui sont défavorisés. Et donc, ça nous conduit à distinguer entre des candidats qui seraient exclusifs et d'autres qui seraient inclusifs. On ne les appelle pas tout à fait les consensuels, parce que typiquement, même Bayrou n'était pas du tout consensuel, en fait, quand on regarde comment il était positionné. Mais des gens qui sont capables, d'un côté, de susciter des avis très tranchés, soit on est complètement contre, soit on est complètement pour, ou bien, au contraire, des personnes qui suscitent un peu l'adhésion de tout le monde, y compris hors de leur clivage politique. Hein. Alors c'est comme ça qu'on les représente. Vous voyez qu'on peut les représenter par des profils de notes, je vais plus vite, et puis on se rend compte que
en tout cas l'information générale par comparaison, c'est que notre scrutin classique, il a tendance à favoriser les candidats exclusifs, alors que les scrutins polynominaux, ceux qui permettent de s'exprimer sur plusieurs candidats, naturellement favorisent des candidats qui sont plutôt inclusifs, dont Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est une possibilité qui évidemment s'explique, enfin c'est un phénomène qui s'explique d'abord pour une raison tout à fait mécanique, qui est qu'il y a un potentiel expressif dans ces votes-là, qui on permet de s'exprimer plus et sur chacun, donc ceux qui sont plutôt inclusifs vont être naturellement plus soutenus, mais ça vient surtout se renforcer, c'est très net dans l'exemple que je vous ai donné de mon électrice de Marine Le Pen, stéphanoise tout à l'heure, c'est ce côté vote stratégique qui favorise les candidats exclusifs, puisque à cette époque-là, elle avait plutôt intérêt à voter pour celles qui risquaient éventuellement de passer au second tour, au détriment des candidats inclusifs. Et donc c'est ces deux causes-là qui expliquent cet effet général de favoriser plutôt des candidats qui seraient inclusifs et que tout le monde a plutôt tendance à apprécier. Alors, voilà. Alors, est-ce que ça, c'est toujours vrai en 2017 ? En fait, autant on était capable de montrer que Jean-Luc Mélenchon était extrêmement inclusif en 2012, il ne l'est plus en 2017. Ça a plus tout à fait la même chose. En revanche, il bénéficie encore de cet effet-là très, très nettement. Donc, on peut après compléter l'ensemble de ces analyses. Qu'est-ce qu'on apprend aussi sur la perception des préférences des Français ? On est capable, par exemple, de reconstruire un axe gauche-droite, mais qui serait endogène. C'est-à-dire, c'est pas moi, je fais beaucoup d'études de politique, et donc du coup, je peux vous dire à peu près qui est à gauche, qui est à droite. Et donc, spontanément, c'est moi qui vais supposer quels sont les positionnements des Français. Là, en fait, je me dis, les Français, je ne sais pas très bien quelle est la dimension pertinente, mais en tout cas, a priori, si vous approuvez deux personnes, c'est que vous les trouvez assez proches. Voilà. Et donc, on va les mettre plus proches sur une même ligne. Et si je fais tout ça, etc., je crée un algorithme, je suis capable de créer un axe gauche-droite qui me permet de positionner tous les candidats et de me rendre compte que j'arrive en fait, à peu près à ce que j'aurais pu faire si j'avais été super forte en sciences politiques. Et donc, on arrive à peu près à voir ça, mais ce qu'on voit surtout quand on étudie ça, c'est le nombre de personnes qui dérogent à cette règle-là. Et en fait, il est assez important. Il y a 47% des gens qui ne sont pas exactement comme ça. Et il est d'autant plus important que vous êtes plus jeune ou que vous êtes à la fin de votre... Pas quand vous êtes déjà retraité, mais à la fin de votre vie de travailleur. Quoi. Donc entre 50 et 65 ans. C'est ceux qui sont le plus loin de cet axe-là. Et c'est ceux qui expliquent finalement que tout l'axe gauche-droite, qui faisait toute la cohérence de la politique pendant longtemps et qui faisait qu'on arrivait à comprendre quelque chose, en fait, n'a plus vraiment de sens. Et donc on voit bien, c'est ceux qui sont finalement un peu les plus fragiles qui remettent en cause notre conception de ce qu'est la politique pendant longtemps. Il faut que j'arrête, je vais très vite. Donc, pour aller très vite, ça nous montre aussi que les modes de scrutin, ils vont avoir un effet sur notre perception de ce qui sont les personnes importantes, de pourquoi il faut voter utile peut-être, mais qui sont les partis importants, comment est-ce qu'il faudrait voter. Et finalement, les partis, ils s'adaptent, ils ne sont pas complètement idiots. Et donc, du coup, par exemple, on se rend compte que les scrutins en question, comme notre scrutin classique, en fait, il favorise les stratégies de polarisation. Typiquement, Nicolas Sarkozy a fait un grand truc d'union de tout le monde, il a tout mis chez lui, et puis après, il essaye de rattraper tout cela, ce qui fait que lui, il ne subit pas de dilution, et en ne subissant pas de dilution, il réussit à passer au second tour et à risquer de gagner. On n'avait pas ça à l'époque, donc là je vous parle des scrutins de 2007, sur la gauche, ce qui explique une grosse, entre 2007 et 2012, diversification de la dilution, une difficulté à passer le cap du second tour. Et alors c'était super parce que nous on l'a écrit en 2008, donc on trouvait ça très très intelligent de dire que ça favorisait les primaires, mais bon forcément aujourd'hui c'est un petit peu moins
impressionnant. Voilà. Bon, alors, on est capable aussi de montrer à quel point est-ce que ça favorise le vote stratégique et dans quel sens. Et aussi, on peut étudier que, je sais pas, je vous poserai volontiers la question, mais est-ce qu'on préfère s'exprimer plus ou est-ce qu'on préfère ne donner qu'un seul nom? En fait, on se rend compte que plus on permet aux gens de s'exprimer, et plus ils sont satisfaits de leur acte de vote. C'est-à-dire que, parce que souvent, en fait, on est énervé quand on va voter. Enfin, je sais pas, tiens, je vote lui, mais je... Enfin. Alors après, vous allez me dire, ouais, bah d'accord, mais s'il y a plein de votes, mais je prends lequel? Parce que là, il y en a plein, en fait. Alors, on a fait un peu d'études là-dessus, on se rend compte qu'une trop grande échelle, c'est pas bon, on est perdu, les classements, c'est pas bon, là, on ne comprend rien du tout. Et après, on sait que les gens apprécient, les votants, ils nous l'expriment, hein, ils apprécient de pouvoir avoir des choses qui sont très signifiantes, par exemple, avoir des notes négatives. Avoir des notes négatives et des échelles assez longues. Et ça paraît très bien, c'est très attractif. Et ça donne l'impression que c'est comme ça qu'on va réussir à favoriser beaucoup plus les candidats plus consensuels. Alors, ça marchait bien à certains moments, ça devient moins vrai avec le temps. Une certaine Marine Le Pen pourrait bien passer grâce à ça avec le temps, puisqu'évidemment, elle voilà, comme tu dis, et puis effectivement, hein, donc elle devient un peu plus normale. Donc, c'est pas vraiment ça en fait qui compte le plus, c'est plutôt de se dire que quand vous vous exprimez plus et que vous avez des notes négatives, eh bien ça a un effet qui finalement, effectivement, a un effet pour défavoriser les candidats qui sont clairement exclusifs. Donc Fillon, c'est clairement exclusif, les autres, ça change avec le temps. Mais surtout, en fait, l'effet qui semble favoriser les candidats consensuels, qui est ce qu'on pourrait choisir, mais en fait, c'est plutôt un effet qui vient avantager les candidats les moins identifiés. Et donc ça peut créer des cas d'école, vous allez élire Asselineau, Cheminade, enfin ceux qu'on ne sait pas qui c'est, quoi. Donc, en résumé, parce qu'il veut que je m'arrête, on apprend que notre mode de scrutin actuel, il favorise un paysage politique fragmenté, qui force les partis à se disputer entre eux plutôt qu'à s'accorder pour une république commune. Et ces partis polarisés, finalement, ils ont intérêt à radicaliser leur position, et c'est comme ça qu'ils vont réussir à gagner, à écraser les autres et à être soi-même. Ça favorise un vote utile au détriment d'un vote d'expression, et ça favorise aussi une réduction du nombre de partis, parce que finalement, on croyait que le deuxième tour le permettait, mais avec un système de primaire, c'est pas si simple non plus. Et toutes ces propriétés-là, j'attire votre attention sur le fait qu'elles sont liées à la mononomilalité des voix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste parce qu'on donne un seul nom, on s'exprime sur un seul candidat, et c'est ça qui explique ces propriétés que je viens de vous montrer, bien plus que le système majoritaire lui-même. C'est-à-dire qu'avec la proportionnelle, on a en fait ces mêmes tendances. Elles sont moins nettes, mais on a exactement ces mêmes tendances. On a des solutions alternatives, un grand nombre, mais en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a pas de vérité mathématique sur ce que disent un résultat de mode de scrutin. Vous voyez que l'analyse des résultats, elle se fait que si on a bien conscience du filtre qu'impose ce mode de scrutin, et je pense que les journalistes auraient peut-être un intérêt à faire un peu plus attention à ça, hein. Et en tout cas, aucun mode de scrutin n'est parfait. Ça, c'est un résultat théorique que nous connaissons depuis longtemps. Aucun n'est parfait, ça veut dire qu'ils ont tous des défauts. Et s'ils ont tous des défauts, ça veut dire que si je choisis un mode de scrutin, je ne choisirai pas simplement ses qualités, mais un peu comme la permaculture, je choisirai aussi ses défauts parce qu'ils sont adaptés à la situation, au type d'élection que je vais mettre en place. Donc le choix d'un mode de scrutin, ça va façonner la démocratie dans laquelle on va être, ça va façonner le paysage électoral et ça va façonner notre monde. Si on va être dans un monde de consensus ou de polarisation. Donc nous, on fait des recherches pour comprendre comment, et on est à votre disposition pour vous en dire plus. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que l'on a fait, vous pouvez aller sur le site gat.cnrs.vote. Si vous voulez tester, parce qu'il n'y a quand même rien de tel que tester soi-même, c'est vote.imac.fr, ça vous permettra de jouer avec les présidentielles 2017. Et si vous voulez les utiliser parce que vous êtes dans une association ou, je ne sais pas, un parti politique et vous voulez prendre des décisions, vous pouvez aller sur whale.imac.fr. On vous propose un certain nombre de modes de scrutin et d'ici quelques temps, il y aura un très grand nombre de modes de scrutin qui seront proposés avec un petit mode d'emploi pour savoir comment les choisir selon les situations.
Merci beaucoup pour cette intervention très instructive et qui nous permet aussi d'ouvrir les horizons qu'on pourra poser avec notre 6ème République et horizons que je laisse auquel je laisse... Ouh là là, c'est la fatigue de l'après-midi, la syntaxe prend un coup, mais donc je te passe la parole. Merci Pierre-Yves. Bon, moi je suis aux anges, j'avoue. Bien entendu, je remercie Jean-Luc d'avoir, par un sujet extrêmement bien démontré, la nécessité du consensus. Comment dire, consensus n'est pas le bon mot, et surtout là, vous allez me disputer, mais disons que de la hiérarchisation de nos droits fondamentaux, quand on est tous ou très majoritairement d'accord, et l'importance de pouvoir, on va dire, sortir certains sujets de la conflictualité légale. Hein, parce qu'en fait, toi, tu te bats beaucoup sur la loi, c'est très important, mais quelque part, il faudrait, par la constitutionnalisation, extraire, comme pour tout droit fondamental, certains sujets pour un certain temps, je ne dis pas pour toujours et de façon irrévocable, mais quand même, il faut, lorsque ces points-là nous identifient comme nation, c'est important de pouvoir le noter, quoi. Le noter pour le protéger et pas toujours donner le loisir à certains lobbies, à certaines minorités, etc., à certaines forces agissantes, de toujours vouloir revenir sur l'intérêt général, sur la volonté générale, lorsqu'elle est si puissante. Et je pense que ta démonstration a été lumineuse et il est temps, hein, il est vraiment temps que l'on puisse mettre ça dans la Constitution. Alors pour ce qui est d'Antoinette, l'exposé d'Antoinette Beaujard, là je bois du petit lait, parce que moi j'adorerais que ce soit ça les débats politiques, quoi. Moi, mon rêve, c'est que ce soit ça ce dont on parle à la télé, dans les débats, enfin voilà, moi je pense que c'est ça le sujet qui compte. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'exposé, parce qu'il y a des catégories qui nous sont là proposées et qui sont qui sont plus ou moins intuitivement, je me dis qu'elles sont plus ou moins utiles. Par exemple, la notion de candidat exclusif, inclusif, etc. Est-ce que vraiment on veut favoriser le consensus mou? Je dis pas que tout consensus est mou, hein, mais le côté ça me paraît un peu dangereux. Mais en revanche, l'idée de rechercher un vote d'expression versus le vote que tu dis utile, tu disais, ou vote de, comment on dit le non expressif, le vote non expressif, Antoinette? Bon, et ça me semble fondamental. Pourquoi? Parce que évidemment, cette discussion sur les modes de scrutin ne se fait pas de façon théorique et éthérée. Elle se fait dans une situation donnée qui est le cadre actuel du code électoral et de la constitution dans lequel nous sommes, et donc dans le régime dans lequel nous sommes, qui est une monarchie présidentielle. Et la monarchie présidentielle, elle a ceci de caractéristiques, que la personne qui concentre le plus de pouvoir gouvernant est celle qui a le moins de responsabilités politiques, c'est-à-dire qu'elle n'en a aucune. Et il n'y a aucune démocratie moderne au monde où une personne qui concentre beaucoup de pouvoir gouvernant ne doit en rendre compte devant absolument personne. Bon. Et ça, c'est une expulsion, en fait, de l'expression du citoyen. Parce qu'en fait, lorsque nous cheminons vers l'urne, nous devons préalablement nous être forgés une opinion politique. Donc ça, c'est tout un tas de paramètres dans la société, l'éducation, les médias, la capacité, la liberté d'expression, la capacité de délibérer tous ensemble qui vont forger ça. Mais effectivement, si de toute façon, on sait qu'au final, la personne élue va faire exactement ce qu'elle veut, et que quand bien même on lui aura donné une sorte de mandat, hein, dans l'esprit historique de ce que pouvait être, même au Moyen-Âge, la désignation de représentants pour faire certaines tâches au village, l'idée qu'il y a des commettants et des commis en politique. Lorsque vous êtes dans un système où vous savez que le commis ou le mandaté, hein, va faire exactement ce qu'il veut, et que vous n'avez aucune corde de rappel sur cet individu, donc en fait, c'est un simulacre, c'est-à-dire effectivement,
nous sommes dans un pays où ce chemin vers l'urne est libre dans le sens où personne ne va venir m'arrêter, me mettre en prison parce que je vais marcher vers l'urne ou que je vais poser tel ou tel bulletin. Donc effectivement, de ce point de vue, nous sommes formellement dans un système libre et démocratique. Mais si l'expression de mon opinion politique, que je me suis forgée et que je souhaite dire à mon commis, eh ben, fais ça, si il ne le fait pas, en fait, ça n'est plus une expression, ce que je fais là. C'est en fait une onction pour quelqu'un qui va se libérer totalement de cette expression-là. Donc je pense que retrouver ou trouver un mécanisme qui permette d'avoir le plus de loyauté possible dans ce geste d'expression, pour moi c'est urgent parce que c'est ça la souveraineté. La souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Donc, si, comme peuple, nous pouvons tous ensemble donner des expressions de ce qui doit être élaboré, de ce qui doit être mis en place politiquement, alors nous exerçons effectivement ensemble le pouvoir politique, alors nous sommes un peuple souverain. Mais si les conditions ne sont pas là pour permettre cette expression, alors nous sommes dans autre chose. Nous sommes dans autre chose, et effectivement, en France, aujourd'hui, on est dans autre chose. Et non seulement l'impunité qu'organise la Ve République est un fait absolument inacceptable, mais en plus, il provoque un fait secondaire qui, lui aussi, est totalement inacceptable, c'est l'abstention. Parce que l'abstention massive dénature totalement ce geste souverain qui consiste tous ensemble à donner des consignes, pas précises, je ne parle pas du mandat impératif, mais quand même une sorte d'orientation générale. Et moi, je regrette que là, en France, dans plein d'endroits d'ailleurs, que les gens ont une vision du droit de vote comme étant stricto sensu un droit individuel. Le droit de vote n'est pas stricto sensu un droit individuel. Pour la raison que si vous l'exercez tout seul dans votre coin à l'heure que vous voulez, le jour que vous voulez, ça vaut rien. Ça ne marche que si on le fait tous ensemble. La synchronicité est une condition préalable à l'exercice de ce droit de vote qui est un droit collectif. Et ce droit ne fait pas seulement de nous des individus libres, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il fait de nous un corps. D'ailleurs, on dit bien le corps électoral. Nous sommes un corps. Donc si, à cause de l'abstention massive, la tête, les pieds et la main gauche ne viennent pas voter, vous êtes une sorte de zombie. Vous n'avez pas la capacité réellement d'accomplir totalement ce processus souverain où la volonté générale émane de la société selon des mécanismes plus ou moins loyaux, plus ou moins significatifs, comme le dit Antoinette. Rien n'est parfait, mais on vise quand même quelque chose où on s'y retrouve à la fin. La majorité d'entre nous s'y retrouve. Ça, je trouve ça extrêmement important. Alors, moi, il me semble que, contrairement aux campagnes électorales de 2012 et de 2017, là, je reviens à la France insoumise proprement dit. Bon, d'abord, je nous mets tous en garde. Ne cherchons pas le mode de scrutin qui ferait élire Jean-Luc Mélenchon, hein, quand même, parce que ça, c'est tentant, mais je veux dire, c'est pas démocratique, c'est malsain comme façon de réfléchir. Notre façon de réfléchir, c'est Madame la scientifique, pouvez-vous nous sortir le modèle mathématique qui va faire que Mélenchon va être élu? Ah bah c'est ça qu'on va faire. Voilà. Bon, non, ça, je pense qu'il faut qu'on l'exclue comme méthodologie. Il faut qu'on cherche à faire, justement, au contraire, le mode de scrutin qui à la fois répondent au travers de la Ve République, parce qu'on est on est quand même dans une forme de réaction à quelque chose, et qui construisent, un apaisement démocratique où finalement, quand il y a des décisions qui sont prises, même quand on n'est pas d'accord, on respecte ce qui a été fait parce qu'on est d'accord avec le processus normatif lui-même. Alors, il me semble que du coup, je revenais à 2012 et 2017. 2012 et 2017, en ce qui concerne les modes de scrutin, en ce qui concerne les règles électorales proprement dites, on n'a pas beaucoup précisé dans le programme. Parce que nous avions cette idée qu'il fallait que la constituante soit le lieu de cette délibération et qu'elle ait toute liberté. Et nous nous opposions méthodologiquement, par exemple à ce qu'avait fait Arnaud Montebourg il y a un tas d'années, où il avait lui-même écrit une constitution de la Sixième République.
D'ailleurs, personne ici ne se souvient de cette constitution de la 6ème République. Il a écrit, ça a sorti un bouquin, ok. On se souvient à peu près qu'il est pour la 6ème République, ça on s'en souvient. Montebourg il s'est attaché à cette bataille-là. Mais sur le fond, on ne se souvient pas de ce qu'il y avait dedans. Et du coup, nous on s'est dit non, on ne peut pas à froid, à partir d'un groupe de sachants, décider ce qui serait la bonne constitution. Au contraire, la constitution doit émaner de la société comme toute règle doit émaner de la société. Donc, il faut que ce désir constituant, il faut que ce creuset ait lieu, etc. Et on avait plutôt cherché à trouver des méthodes de désignation des membres de la constituante qui permettent cela. Et ça, on a même un processus très achevé par rapport à ça. Mais on n'a pas beaucoup précisé, à part peut-être le droit de révoquer, en quoi on pouvait avancer. Et moi, je trouve que là, 2022, il faut qu'on aille un peu plus dans le dur. Parce que ça y est, les gens, ils ont compris qu'on voulait... Mais maintenant, pour que les gens ils adhèrent, il faut qu'ils y voient un peu plus clair sur, concrètement là, la discussion qu'on voit émerger par l'exposé d'Antoinette Boja, c'est ça dont il faut qu'on parle. Il faut que ce soit la conversation en 2022. C'est pas quel est le meilleur monarque présidentiel qui va remplacer l'actuel monarque présidentiel dont plus personne ne veut, et les autres candidats être monarques présidentiels dans un mode de scrutin qui n'aboutit qu'à désigner un monarque qui après n'a plus que la police pour se défendre, parce que de toute façon la majorité des Français l'aiment pas. Bon, compte tenu du mode de scrutin. Voilà, donc il faut quand même qu'on essaie de passer à autre chose. En donnant à voir. Alors, évidemment, le droit de révoquer, c'est un point très important. Parce qu'effectivement, je disais, on sort d'une période d'impunité, un régime impunitaire total. Donc, pour sortir de l'impunité, il faut de la responsabilité. Pour sortir de la responsabilité, il faut des mécanismes de contrôle qui soient entre les élections. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, après, il faut que l'intendance suive, la technique suive. La technique électorale, là, c'est de la science politique et de la mathématique. D'accord ? C'est ça. C'est une fonction, comme l'a très très bien dit Antoinette, et c'est ça qu'il faut maintenant commencer à avancer. Nous, par exemple, aux élections municipales à Bagnolet, là, tout récemment, on a proposé un système pour le droit de révoquer, parce que le droit de révoquer une liste ou des membres d'une liste, c'est pas la même chose que le droit de révoquer un individu, etc. Donc il y a tout un tas de paramètres comme ça. On en a trouvé un, il a fait consensus, on a mis ça. Bon, on voulait être le premier conseil municipal en France d'une grande ville où les membres seraient révocables. On avait dit à partir de la 2e année, parce que quand même la première année, laissez-nous le temps de faire. On avait dit pas la 5e année, parce que quand même tu as une élection dans un an, donc patiente, on va pas... Bon. Et on avait dit 2e, 3e et 4e année, oui, selon tel ou tel mécanisme, qui permettait pas à tout bout de champ de révoquer n'importe qui, mais qui quand même rendait la révocation possible. Ça, il me semble que c'est important parce que nous, on l'a constaté notamment dans les quartiers populaires, dans les cités, que quand, tout en laïus sur nous, ça va être super parce qu'on a un super programme social, on a un super programme environnemental et que les gens, en fait, ils regardent en disant mais vous nous avez tellement trahi la gauche que de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, je ne vous crois pas. En fait, quand on disait « mais nous, on sera révocable et vous pourrez nous révoquer », là, ça me remettait le pied dans la porte pour ouvrir, les visages se décrispaient, on pouvait reparler, il y avait les oreilles qui se tendaient, parce qu'effectivement, il ne s'agissait pas une énième fois de solliciter une confiance dont on sait qu'elle est absolue, et totale et définitive dans le mode de scrutin actuel, mais au contraire d'avoir confiance en soi-même comme citoyen, de pouvoir juger d'une révocation ultérieure, etc. Donc ça a été très très positif. Malheureusement, on n'en a pas fait. L'axe principal de la campagne, c'était un point de programme caché. Et ça, à mon sens, mon expérience du coup de la campagne, c'est que ça ne suffit pas. Si vous allez vraiment bouleverser le système de mode de scrutin, il faut y aller, il faut le dire et le mettre dans la délibération de campagne, en faire le sujet de la campagne elle-même. Parce que ça intéresse les gens. Donc ça, c'est pour le droit de révoquer. Après, pour répondre à la question du corps incomplet. Bon, moi, je trouve que je reproche énormément aux partis politiques classiques en France, lorsque l'abstention est là, finalement de se cacher, de se mettre des œillères. Ils disent ça va ils avaient qu'à venir, de toute façon les absents ont toujours tort, quand même, oui c'est vrai que c'est pas bien, oui bien sûr c'est les pauvres, les catégories socio-professionnelles les plus pauvres, c'est les gens les moins diplômés qui vous votent pas.
Bah oui, c'est vraiment dommage. Hein. Mais bon, il faut quand même mettre plus de profs pour faire de l'éducation civique. Et puis, il faudrait peut-être qu'on change les programmes télévision, parce que quand même, la pub et tout ça, ça assomme les gens, et puis la fiction, et puis les divertissements, et puis... Et Hanouna! Bon, bref, bon. Etc. Donc tout ça, bien sûr, il faut évidemment, oui, changer tout ça. Mais, en définitive, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut continuer de faire semblant qu'on va légitimement opter pour telle ou telle politique en l'absence de la moitié du corps. Bon, et ça, c'est juste inacceptable, en fait. Et après, évidemment, ça conduit à certaines décisions, à certains choix qui sont orientés et qui sont à revers de l'intérêt de la grande masse des citoyens qui ont besoin de changer de système économique, qui ont besoin... Bon, je vous prends un petit exemple de mode de scrutin qui affecte une réalité. En Île-de-France, bon, vous savez que les élections régionales, donc il y a des listes, des sections départementales pour élire les membres du conseil régional. Alors je suis allée regarder il y a quelques temps pour l'Île-de-France ce que ça donne. En Île-de-France, il y a 209 conseillers régionaux. Alors, une fois qu'on a voté par section départementale, la ventilation des élus par département, donc la ventilation par département, pardonnez-moi, se fait en fonction de la participation, c'est-à-dire se fait en fonction des voix en net. Résultat, à population égale, c'est-à-dire 1,6 million d'habitants, la Seine-Saint-Denis a 17 conseillers régionaux et les Hauts-de-Seine en ont 32. Alors après, étonnez-vous que la présidente de région, c'est une droite de Versailles. Bon, je veux dire, il y a un moment donné où c'est juste pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Un député des Français de l'étranger qui est élu avec 3% des inscrits, il est quand même député de sa circo, quand bien même il représente personne. Alors que nous, par exemple, en Île-de-France, eh ben, les séquano-dionysiens, on vaut un demi habitant de la Haute-Seine. Donc, c'est pas possible. C'est les quartiers riches qui décident de tout. Et par exemple, dans l'étude, parce qu'il y a Céline Braconnier et son collègue, dont j'oublie à cet instant le nom, qui mènent... Oui, Dormagène, c'est ça. Qui mènent des études au long cours sur l'abstention. Par exemple, ils suivent au long cours la cité des cosmonautes à Saint-Denis. Pour l'élection de 2017, le bureau de vote qu'ils avaient étudié avait voté à 48% pour Mélenchon. Le bureau de vote qu'ils ont suivi en 2017 dans le Marais a voté à 46% pour Macron. Mais en termes de voix nette, c'est le Marais qui défonçait totalement la Seine-Saint-Denis. Donc en fait, si vous voulez, si on se pose pas le problème de l'abstention et de trouver un mode de scrutin et des mécanismes qui au final concourront à la participation de tout le corps, de toute façon, c'est fonctionnel à un certain résultat. C'est fonctionnel à un certain résultat. C'est les gens des centres-villes, les plus éduqués, qui ont plus d'argent, qui finissent par voter. Ils votent avec leurs propres intérêts. Pas tout le temps, c'est pas mécanique. Une personne qui a de l'argent peut voter pour l'intérêt général. Mais quand même, on est obligé de constater que le mec de Neuilly, il n'en peut rien à battre, en fait, de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, quoi. Bon. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose dont les partis politiques ne se saisissent pas assez. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une élection, on regarde le mode électoral, on s'y pointe pour faire ce jeu-là, mais on ne remet pas en cause les règles du jeu. On ne fait pas de la remise en cause de la règle du jeu elle-même et de la possibilité de la changer un enjeu de l'élection elle-même. Ça, moi, par exemple, je n'accepterai pas qu'aux élections régionales en Île-de-France, cette chose que je viens de dire là ne soit pas extrêmement centrale dans la campagne. Voilà, je ne l'accepterai pas. Parce que les gens on va faire des listes, alors la liste de Seine-Saint-Denis, la liste des Hauts-de-Seine, et après on va faire comme si, non, on va se présenter et on va être dans notre programme numéro 1, on va changer le mode de scrutin. Voilà, ça c'est très important. Alors, je pense que parmi les choses qu'il faut changer, et là je termine là-dessus, je vois que je suis trop longue, mais je pense qu'il y a un point qui est très majoritaire aujourd'hui, c'est la question du quorum de représentativité. Tout le monde connaît la notion de quorum parce que les gens la vivent dans leurs associations, ailleurs, etc. Tout le monde comprend ce que c'est qu'un quorum. Tout le monde n'est pas là où il n'y a pas assez de monde, ça ne vaut pas. Bon, c'est ça la règle. Eh bien, il faut faire pareil pour les élections. C'est aussi simple que ça. On ne te demande pas d'être 100% qui soit là, on ne te demande pas que tout le monde soit d'accord, mais quand même, il y a des choses... Donc, il faut mettre en place des quorums. Ça, je pense que c'est
tout le monde serait d'accord avec ça. Et si on commence la réécriture du code électoral de A à Z, ce que je pense qu'il faut faire, hein, il faut tout changer, les modes de financement, etc. Vous lisez ce que dit Julia Cagé, par exemple, sur le financement, c'est très important, très très important. Le mode actuel de financement concourt à ce que des gens comme Macron aient plus d'argent que nous. Bon. Donc, ça, c'est très important. Il faut le mettre en avant de façon très forte pour la campagne de 2022. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas l'idée de l'océan d'abstention. Nous ne sommes pas des citoyens heureux dans un océan de malheur civique. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et évidemment, il faut que pour le calcul de ce quorum, il faut prendre en compte le vote blanc et nul. C'est-à-dire que le vote blanc et nul n'est pas un suffrage exprimé au sens où il n'exprime pas ce qu'on a dit tout à l'heure, ce mandat, mais en revanche, il compte pour le quorum. Donc, il compte pour dire non, moi je ne suis pas d'accord avec les candidats là, donc je viens voter, mais comment dire, ils ne peuvent pas prétendre que j'ai voté, que j'accepte leur système. Donc ça vaut quand même pas. Voilà. Donc blanc et nul, ça c'est très... Et je dis nul aussi parce qu'il y a des thèses récentes qui montrent comment le vote nul, contre-intuitivement par rapport au vocable, est souvent beaucoup plus politique que le vote blanc. Le vote blanc, c'est un bout de papier blanc, tu peux rien mettre dessus, etc. Alors que le vote nul, les gens, ils mettent des papiers, ils mettent des bulletins. Moi, au deuxième tour, j'ai voté blanc, par exemple. Nul, pardon, j'ai voté nul. J'ai voté nul en 2017, au deuxième tour. J'avais gardé mon bulletin de vote du premier tour, donc c'était tout à fait signifiant. J'ai mis le même bulletin au deuxième tour. C'est vote nul. Alors, le vote nul, il faut... Par exemple, moi, chez moi, encore une fois, à Bagnolet, il y a le vote électronique. Eh bien, il n'y a pas le vote nul. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord, il faut pouvoir voter nul. Donc, il faut pouvoir prendre son stylo pour écrire Macron, je t'emmerde. Bon, voilà. Non, mais c'est important, parce que c'est expressif. Alors, et dernier point, oui. Alors là, je sais que ça provoque une énorme polémique, mais c'est très bien, parce que plus il y a de polémique, plus on parlera de ces sujets, et ça me va très très bien. Je suis pour le vote obligatoire. Voilà. Parce que si vous avez le quorum, si vous avez le vote blanc, le vote nul, etc., à condition évidemment qu'on ait toutes ces choses-là en préalable, bon, bah c'est bon, on peut avoir le vote obligatoire. Parce que moi, je veux bien qu'on m'explique que dans les cités, tu comprends, on va faire des super cours d'éducation civique, remplacer 15 ans d'instruction de l'éducation nationale et l'abrutissement généralisé par les médias, et que bien sûr, non, bah non. Donc, s'il vous plaît, on va sortir du système censitaire dans lequel nous sommes, parce que c'est un mot, le système actuel dans lequel nous sommes, il est censitaire. Si on regarde qui vote, qui décide, c'est censitaire. Donc, pour sortir de ça, il y a la voie la plus rapide, la plus efficace, c'est le vote obligatoire. Et oui. Alors, inscription automatique, il y a un tas de choses qu'on peut faire. Il faut se poser la question pour que tout le monde soit là. Mais en tout cas, le rendre obligatoire, c'est quand même assez efficace. Voilà. Et je déduis de l'exposé d'Antoinette que je pense qu'il faut abolir la notion de second tour. Second tour, il faut l'abolir, la notion de second tour, parce que ça sert à quoi en fait un second tour? En fait, si on a des mécanismes qui permettent en un tour d'assurer une expression loyale, sincère, de la volonté, pourquoi est-ce qu'on trouve des mécanismes qui obligent les gens à des parties de billard compliquées, qui diluent l'expression et qui diluent la sincérité du scrutin? Voilà. Donc, voilà, abolition du second tour. C'était mon 5e point. Bon, je vais tâcher d'être rapide. Les précédents ont débordé, donc j'annonce que nous déborderons aussi. C'est aussi ça, la 6ème République, c'est un petit loup d'autogestion parfois. Donc, c'était parfaitement intéressant ce qui vient de précéder. D'abord, on a parlé d'un droit personnel absolument fondamental. Ensuite, effectivement, de mode de scrutin et, comme tu le disais, d'un droit collectif, foncièrement, du droit politique collectif qui est le vote. Et je veux dire un petit mot, en quelques instants, des droits économiques et sociaux qui sont aussi un volet important du projet de 6ème République que nous portons. Mais alors,
Ah là, c'est l'organisation qui commence à venir me taper dessus, parce que j'ai dit qu'on déborderait. Non, je rigole. Merci beaucoup. J'avais envie de vous lire un petit truc. Je vous dis pas de qui c'est, ça fait partie du petit jeu. Je crois que les forces qui, dès le début, ont soutenu le pouvoir et l'ont maintenu continuellement ont permis à un certain nombre d'opérations de se développer. Certaines qui sont critiquables du point de vue de l'intérêt économique général, de l'intérêt de la masse de ce pays, et d'autres qui sont carrément en contravention avec la loi, avec de la légalité. Je crois que jamais peut-être depuis le Second Empire, il n'y avait eu en France autant de scandales, autant d'opérations malsaines qui se sont développées dans l'entourage immédiat du pouvoir, et quelquefois de la part d'hommes qui étaient dans le pouvoir lui-même, sans aucun contrôle, sans que qui que ce soit puisse s'interposer. Il n'y a plus de droit d'interpellation à l'Assemblée, des commissions d'enquête n'ont pas pu être créées ou n'ont pratiquement pas pu aller très loin. Il y a vraiment une connexion que nous avons constatée continuellement entre la Ve République et un certain nombre de groupes d'intérêts dont plus d'un n'ont pas hésité à enfreindre la loi. Alors à votre avis, ça a été écrit quand ? Alors ça, c'est pas Jaurès. Qui d'autre ? Vous dites, parce que ça vous trouvez pas que ça sonne un peu actuel tout de même ? Ça aurait pu être Jean-Luc Mélenchon, mais c'était en réalité Pierre Mendès France, qui, dans ses entretiens, c'est vrai qu'on le cite pas forcément souvent, nous, mais moi je vous recommande, c'est Regards sur la Ve République, un petit livre d'entretien que j'ai trouvé en brocante dans le Cantal, c'est les petites occasions des vacances. Et c'est absolument passionnant, et surtout on voit qu'il y a une continuité dans certaines choses. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Benalla. Parce que Benalla, il est toujours pas condamné. Parce que Benalla, il a fait un tour au Tchad à un moment, je vous conseille un article dans l'IB à ce sujet qui est incroyable, pour aller négocier des trucs sur des mines d'or avec Idriss Déby. Mais tu sais, il est quoi ? Il est ministre des Affaires étrangères, en fait non, il est représentant des intérêts politiques et économiques constitués en pouvoir au sein de la Ve République. Et de fait, l'affaire Benalla, elle actualise et elle rend absolument contemporain le propos de Pierre Mendès France à ce moment-là. Et c'est pourquoi on voit que ce n'est pas d'aujourd'hui que date la nécessité de la rupture avec un système qui fait quoi ? Qui renforce profondément l'inertie du pouvoir et le fait que ce sont les intérêts de l'argent qui le dominent. Mais alors, Pierre Mendès France, il parle de ça. Mais cette question-là, elle est renouvelée aujourd'hui. Et elle est renouvelée par quoi ? Par quelque chose qui, maintenant, déborde des esprits, qui, au fond, parfois nous occupe l'été quand il fait trop chaud et qu'on se dit qu'il y a peut-être un problème. C'est la question écologique. Or, comment un système politique qui favorise les intérêts économiques les plus puissants, qui se choisissent au fond leurs représentants politiques et dont les institutions consolident la pérennité, comment un tel système peut permettre de s'adapter au changement climatique et à la crise de la biodiversité ? Comment un tel système peut permettre de prendre le virage important qu'il est absolument essentiel que nous prenions ? Et je crois que c'est à partir de ces deux constats fondamentaux, des constats matériels, que nous devons construire notre Sixième République, la constituante et la nouvelle Constitution. Car on a tendance parfois à opposer, vous savez, les faits et les idées, ou le droit et les faits. Bon, surtout, et voilà, il y a une partie d'entre nous, on a une tradition un peu marxiste, par exemple. Et donc, on dit, c'est c'est vrai. Alors, c'est vrai que là, il y a un truc matériel énorme, c'est les inégalités croissantes, c'est le fait que le système politique, comme tu le disais, Rachel, soit coupé de la majorité sociale du pays. Ça, c'est matériel. Mais le fait juridique que nous proposons, la nouvelle Constitution, elle interagit avec cette réalité matérielle. Elle permet de la modifier et de la transformer. Et c'est là que je veux en venir. C'est l'idée que nous proposons est en réalité l'idée d'un nouvel ordre juridique et politique. Et à ce propos, j'ai une petite anecdote. C'était avec Raquel, à quelques semaines du premier tour, on a fait une réunion au siège de la France Insoumise. Il y avait Charlotte Girard aussi, et puis on discutait, puis on se dit, tu vois, on regardait les sondages, on se dit, mais en fait, on va peut-être finir par gagner. Il y avait quelque chose dans l'air, quoi. Le fond de l'air était d'un très beau rouge. Et à ce moment-là, on dit, mais en fait, du coup, il faut aller préparer le décret de convocation de la Constituante et tout, et on commençait à faire un calendrier. Moi, je vous dis, les amis,
quand on commence à faire ce genre de truc, on sent un peu le frisson de l'histoire passer derrière quand même. Parce qu'on commençait à se matérialiser le fait que dans quelques semaines, c'était possible. Mais le fait qu'à ce moment-là, nous nous soyons imaginés dans la possibilité de le faire, eh bien nous rend plus forts et nous rend plus capables la prochaine fois de le faire pour de vrai, pour de bon, en arrachant la victoire que nous souhaitons. Et alors en plus, on parlait de la Constitution et tout, mais on disait une nouvelle déclaration des droits de l'homme. Alors ça, c'est énorme. Et c'est là ce que je veux dire, c'est de la puissance de l'idée, parfois la puissance du symbole, eh bien elle est de nature à changer les rapports matériels. Et c'est bien ça, au fond, que nous souhaitons faire, quand dans notre programme, il est écrit « Le droit de propriété doit être soumis à l'intérêt général, la propriété commune et les services publics développés ». C'est dans le chapitre sur la 6e République. La 6e République n'est pas uniquement une affaire institutionnelle, c'est une affaire transversale. C'est pourquoi cette conférence, aujourd'hui, essaye de montrer cette transversalité de la question de la 6e République. On ne fait pas du repaulinage institutionnel. La question institutionnelle, elle est importante, mais elle est connectée à l'ensemble de la réalité sociale. Et la réalité sociale que nous souhaitons, eh bien, elle est celle de la coopération. Elle est celle, au fond, d'une logique qui s'oppose et qui s'opposera toujours extrêmement fortement à la logique conflictuelle du capital. Parce que j'ai entendu parler de Jaurès, eh ben, il porte toujours la guerre comme la nuit et l'orage, ça n'a pas changé. Eh bien, cette situation, elle est renforcée par l'épidémie, ce dont je parle. Le fait que nous défendions la propriété commune, le fait que la propriété collective fasse sens et qu'elle le fasse à partir d'une nouvelle constitution, c'est quelque chose qui, dans les esprits, peut avancer encore plus fermement une fois cette crise sanitaire passée. Et vous l'avez vu, je pense que vous l'avez senti quand on était confinés. Quand Jean-Luc Mélenchon il intervenait à la télé, etc., même les journalistes faisaient moins les malins que d'habitude. Ils disaient, mais tiens, mais en fait, ce qu'on raconte, ce qu'on relaie, etc., depuis un certain temps, c'est en train de s'écrouler sous nos yeux. Pas de souveraineté industrielle, pas d'autonomie. C'est ce que tu parlais de la souveraineté. Il n'y a pas de démocratie si on n'est pas souverain. Quoi, maintenant, on va devoir... on fabrique plus de médicaments un tel, on fabrique plus de masques, on fabrique plus ci. Mais quelle est l'indépendance politique d'un pays dans ces conditions ? Eh bien, ça, je crois que cette prise de conscience a été tout à fait renouvelée à l'issue de cette crise du coronavirus, et qu'au fond, la propriété privée est ici en cause, et que notre proposition de planification écologique, de règles vertes inscrites dans la Constitution, d'importance considérable portée à la propriété collective, eh bien, que cet ensemble-là fait d'autant plus sens aujourd'hui. Car ce qui est en jeu, et au fond, cela fait écho également à ce que tu disais au début, Jean-Luc, ce qui est en jeu dans la crise écologique n'est pas bien différent de ce qui peut être en jeu dans une crise sanitaire. C'est la possibilité de vivre, et tout court, parce que c'est bien ça dont il est question avec le problème écologique, c'est la possible disparition de l'espèce, et la possibilité de vivre bien, parce qu'il n'y a pas de chance à faire de la politique, à s'engager, à se battre pour la cité, si, au fond, nous ne sommes pas préoccupés par le fait que nous vivions dans de bonnes conditions, que les conditions du bonheur puissent être assurées. Voilà, je conclus. Vous voyez bien notre proposition de 6e République, elle est porteuse d'un changement profond. Elle est quasiment la condition de ce changement. Je ne reviens pas sur ce qui est, mais je vous invite à écouter hier la conférence sur le droit de propriété. On a rappelé que les lois de la nationalisation de Mitterrand en 82, bam, censurées par le Conseil constitutionnel, le truc mou là, de Hollande, Florange, etc. Mais c'était déjà pas mal, ça allait dans notre sens. Hein. Un truc pour sanctionner les délocalisations, bam, censuré par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de politique de transformation sociale et écologique possible dans le pays si on ne change pas la clé de voûte qui est celle de la Constitution. Et ça, je crois que c'est extrêmement important à préciser. Et que l'horizon de transformation que nous portons, les idées qui ont été exprimées par Antoinette, par Rachel, par Jean-Luc, sont de nature aussi à revivifier le politique, la politique et le sens citoyen. Et je voulais conclure avec des mots de Walt Whitman, le grand poète, c'est un peu le Victor Hugo des États-Unis, si vous voulez. Alors parfois c'est très bien, parfois c'est un peu chiant, parce que c'est lyrique, vous voyez, trop, quoi. Mais bon, on lui pardonne parce que c'est très très bien à beaucoup d'endroits comme Victor Hugo. Mais alors là, cet été, je me suis lu Les Misérables, pas tout à fait fini.
Il y a des moments où je me dis, bon là t'étais sûr que t'allais garder ce chapitre? Il fallait garder. Bah, bref. Bon. J'espère que Jean-Luc Mélenchon n'écoutera pas ça, parce que je risquerais de me faire taper sur les doigts. Alors, mais du coup, Walt Whitman, il écrit un poème qui s'appelle France. Je sens qu'il reste encore de la musique cachée en France, des flots de musique. J'entends d'ici la fièvre des instruments qui vont bientôt submerger tout ce qui veut les interrompre. Je sens que le vent d'Est m'apporte une marche triomphale de liberté. Elle m'arrive, elle me gonfle d'une folie joyeuse. Eh bien, partageons-la. Alors honnêtement, il reste 10 minutes, donc je propose que les prises de parole soient courtes et qu'elles soient non pas des questions, parce qu'on n'aura pas le temps, mais des interventions courtes. Alors les premières mains sont levées par là. Et ensuite, je vous laisse vous passer le micro peut-être. Hop. Je vais essayer d'être très rapide du coup, mais je voulais quand même commencer par vous raconter ma vie, alors mais vraiment en 2 mots. Ma vie militante. Moi j'ai milité très jeune, j'ai arrêté assez rapidement, j'étais déçu. Je me suis remis à militer politiquement en 100 ans, je milite toujours de toute façon, je suis toujours intéressé à la politique, avec l'idée de 6ème République. J'ai été très investi dans les Gilets jaunes, pour le faire très très court. Je suis en train c'est une interrogation que j'ai. Je suis en train de me dire que peut-être il y a des choses à dépasser et peut-être l'idée de 6ème République, moi dans mon esprit, elle est remplacée par l'idée d'une première démocratie. Et ici, on est beaucoup sur la République. C'est important, je ne veux pas les opposer, mais c'est quand même, on pense beaucoup à partir de la République, peut-être on gagnerait à penser à partir de la démocratie. Et c'est quelque chose que j'ai pensé, et je ne sais plus où je l'ai entendu, quelqu'un qui faisait l'étymologie du mot politique, qui disait police c'est la cité, ticone c'est la science. À la conférence précédente sur la République, on a eu cette étymologie. J'en tire pas la même conclusion. Et surtout au regard des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est quand même les périphéries qui se sont levées par rapport au centre. Et la politique, c'est cette chose qui est la cité, le centre, qui dicte à la périphérie. La cité grecque, initialement, c'est ça. C'est-à-dire les paysans autour, ils étaient dépendants. Et moi, je me dis de plus en plus, peut-être que ce qu'on doit inventer comme renouvellement démocratique, sur ça, on est forcément d'accord, peut-être que c'est pas politique. Ou peut-être que c'est un dépassement du politique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser, notamment quand on fait les glissements du bien de tous, Res Publica, ça, je parle de la conférence précédente, mais très très vite, du bien de tous à l'intérêt général. Le problème de l'intérêt général, ce que dit Jean-Luc Romero me semble symptomatique de ça, c'est-à-dire que vraiment il pense le bien de tous, et souvent quand on pense intérêt général ou bien commun, c'est autre chose, et déjà on est dans une forme de démocratie représentative, qui n'est pas une forme de démocratie plus directe. Voilà. Pour finir, pour moi ça soulève la question qu'on n'a pas levée là, et pour avoir des propositions concrètes, du tirage au sort. Le tirage au sort à plusieurs endroits, on peut imaginer, on est dans un système bicaméral, qu'il y ait quand même un besoin de politique. Je veux dire, dépasser le politique, ça ne veut pas dire l'écrabouiller. Donc sur les 2 assemblées, en avoir une tirée au sort et l'autre suivant des modalités, voilà, peu importe. C'est important, je crois, de poser cette question, que ce soit au niveau donc institutionnel, républicain, ou dans nos pratiques militantes, et je finirai là-dessus pour pas être trop long, sur les municipales à Saint-Étienne. Moi j'étais sur la liste, mais j'ai failli pas y être parce que je voulais que ce soit plus démocratique. Et notamment pour éviter les enjeux d'ego parmi nous, je proposais que, en gros, si on gagne, c'est la moitié de la liste qui est élue. Donc c'est important que la première moitié qui est sur la liste soit choisie suivant des modes de scrutin innovants, et qu'ensuite, parmi ceux qu'on a choisis pour nous représenter en cas de victoire, l'ordre soit tiré au sort. Alors, on peut intégrer aussi le tirage au sort dans nos pratiques. Alors ça a été refusé, je suis quand même resté sur la liste parce qu'il y avait d'autres gilets jaunes, mais je pense que c'est dommage, et c'est des choses qu'on peut intégrer aussi dans nos pratiques internes. Voilà. Alors, un dernier mot très rapide, madame, pour faire la parité quand même. Désolé, c'est vous voulez parler? Non? Ah là, oui, on va passer par là-bas, désolé. Voilà, parfait. Merci.
Voilà, je voulais soulever un problème. J'aimerais que la 6e République garantisse que les lois de la République s'appliquent partout sur le territoire de la République. On parle souvent des terres perdues de la République, et là on pense aux quartiers, etc., défavorisés. Et moi je voulais parler de l'entreprise. La République ne rentre plus dans l'entreprise. Le citoyen, le matin, quand il rentre et qu'il devient un salarié, il perd ses droits de citoyen. Ce sont les règles de l'entreprise qui s'appliquent et plus les lois de la République. Et j'aimerais savoir si on peut avoir une constitution qui garantisse que partout, y compris dans les entreprises, la loi de la République s'applique. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je voudrais juste parler des expériences donc, municipales. Tu en as parlé aussi. Donc, on a proposé, moi j'ai participé à une liste citoyenne, on a proposé jugement majoritaire comme mode de désignation des 6 têtes de liste. On a présenté ça, on a essayé d'être ludique. Alors par contre, on n'a pas trouvé les super trucs là que vous nous avez présentés, les sites là. Quand on faisait nos recherches sur Internet, on tombait pas dessus. Et donc, c'est pas passé. On a fait un vote pour savoir quel mode de scrutin on... Eh ben non. Il y a des blocages, donc je voulais ça. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour je pense qu'il y a de la pédagogie, mais on n'est peut-être pas assez formés nous-mêmes pour bien expliquer. Il y avait cette idée aussi de jugement majoritaire. C'était pas le terme jugement était pas bon. Et voilà. Donc c'était juste ce que je voulais dire. Et oui, je me disais, il y aurait de la recherche à faire sur les expériences des listes citoyennes municipales concernant les modes de scrutin. Merci beaucoup et désolé pour ce temps d'échange trop court. Évidemment, peut-être l'année prochaine, on prévoira des créneaux de 2 heures. Je dis des trucs qui vont faire hurler un tas de monde comme ça. Bon, bonne suite d'amphi, hein, et on continue le combat. Et merci beaucoup à nos invités.